Je ne suis archi pas d'accord. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. On peut être grossier sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire le preview de la semaine 2 de NFL. Et pour ça, je suis d'abord accompagné par PA. Salut PA, comment tu vas? Salut Alec, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va, tu m'as envoyé ton Lexomil par la poste, donc j'en ai pris 2 comprimés depuis dimanche. Ça va un petit peu mieux. Je m'approche également pas trop des fenêtres, donc on s'en sort. Et c'est que la week 1. Hein. Et c'est que la week 1, mais je crois que c'est les espoirs qui ont été douchés, l'espoir d'un monde meilleur qui sont vite partis. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, parce que ça allait bien, on s'est dit, bah tiens, on va inviter ton bourreau. Et on a invité Alexandre. Alex, comment ça va? Salut les gars, salut tout le monde. Écoute, très content d'être là. On a passé un très bon week-end. Honnêtement, on a mangé du Patriots au petit déjeuner, etc. C'était super. Donc non, franchement, très content d'être là pour la reprise de la saison. On a eu une week 1 qui était pas mal, avec pas mal de suspense. Donc très content d'en parler. Là, on va se diriger vers la week 2, qui va être sympa. Tu as fait ta petite prière du Notre Géno qui est aux cieux. C'est ça, hein, parce que, Ouais, le Seigneur Gino. Non, mais pour ceux qui n'ont pas eu trop l'habitude de regarder des matchs des Raiders ces dernières années, et on les excuse et on les comprend. ouais, ils avaient mieux à faire, hein, ça c'est sûr. Mais très sincèrement, le match de Geno Smith était vraiment très très sympa pour tous les fans des Raiders. Donc, non, je pense qu'on va peut-être le mentionner une ou deux fois durant la saison, j'espère en tout cas. Mais j'ai prié le sacro-saint Gino, quoi. Exactement, parce que voilà, tu es l'équipe en positif. On l'aurait pas forcément attendu au milieu de l'intersaison. Mais ouais, tes Raiders sont en positif pendant que les Pats sont 0-1 et les Dolphins, comme j'ai pu noter, 33e au Power Ranking sur 32. Derrière On est les bien. flèches de la Courneuve, quoi. Exactement. Ce sera la 12e équipe de l'EFA, les Miami Dolphins, la Ligue européenne de foot américain. Abonnez-vous partout, le Front Office. On est présent absolument partout, le Front Office, normalement. Si on ne l'est pas, dites-nous. Et puis, on essaiera d'avoir une petite présence. Donc, dites-nous. Et donc, tous les liens sont en description. Rejoignez-nous sur le Discord. Ça fera plaisir. Où on aura une petite question qui vient du Discord lors de l'épisode. Et un live ce soir où j'animerai Qui veut gagner ces milliards. Et comme on l'avait fait avec Doug lors du Rewind, je vous invite sur le plateau très rapidement. Voilà, le plateau est prêt. Et on n'a plus qu'à vous attendre maintenant. Et PPA, tu feras partie d'ailleurs des invités. Exactement, milliards, c'est ce que ne fera pas Ramondre Stevenson sur la saison, donc je suis très content de pouvoir participer à l'émission. Sur le reste de sa carrière, tu veux dire. Tu seras avec donc un acolyte à toi et on aura Guilty dans l'autre duo qui aura également quelqu'un avec lui pour essayer de grimper l'échelle de ce qui veut gagner des millions spécial NFL. Et Alexandre, je te laisse la main un peu plus parce que samedi, tu nous lances une nouvelle émission aussi. Ouais, c'est ça exactement. On va lancer une émission, le Foot US, Front Office University, pardon, que je retrouve un petit peu le nom de l'émission. Où on va parler de ce qui se passe un petit peu en CFB, dans le college football. Et ça va être sympa. Il y a Anto qui sera là, il y a PA qui sera là. Donc on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur ces 2 premières semaines. Et on va essayer de se projeter un petit peu aussi sur la suite des événements. Exactement. Eh ben, écoute, ce sera une bonne introduction au college football, au football universitaire aux États-Unis. Et si vous avez aimé les fiches de draft d'Alexandre, eh ben, c'est un peu comme ça qu'il va les construire. Donc, ça va être intéressant. Je crois que tu veux nous faire un peu un focus sur les joueurs qui vont se présenter à la draft en 2026. Ouais, c'est ça, on va essayer de se focus vraiment énormément sur les prospects un peu juniors et seniors, donc ceux qui ont potentiellement des chances et qui vont quasiment à 100% se présenter sur la prochaine draft. On va pas parler des gars qui sont comme les Jeremiah Smith, Ryan Williams, des gars qui sont à coup sûr des joueurs pour la draft 2027 ou 2028. Donc voilà, on va essayer d'orienter un petit peu plus le focus sur la prochaine draft pour faire le lien justement avec les fiches, comme tu l'as très bien dit. Et puis, je pense qu'on a pas mal de choses à dire parce qu'il y a quand même 136 universités, des dizaines de milliers de joueurs. Dans le lot, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont se présenter qui peuvent être bons. Donc, j'espère que les émissions seront de qualité. Puis, en tout cas, on espère que tout le monde va apprécier ce nouveau contenu. Ben, on espère aussi. Du coup, c'est samedi. Ça sortira samedi matin sur YouTube et en podcast également.
Les gars, lors du rewind, on n'a pas pu parler du Monday Night Football vu qu'il n'avait pas eu lieu au moment où on avait enregistré et presque même diffusé l'épisode, puisque les Vikings sont allés s'imposer sur le terrain des Bears 27-24. PA, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? C'était un match un petit peu bizarre. Les Bears ont été présents sur la première mi-temps, on va dire. Et puis à un moment donné, ils se sont complètement éteints. Et en fait, ça a été l'effet inverse pour les Vikings. On les trouvait un petit peu dans le dur. Ils n'arrivaient pas à trouver leur rythme, que ce soit à la passe ou à la course. Aussi grâce à la très bonne défense des Bears. Faut aussi rendre à César ce qui lui appartient. Et puis, il y a un quatrième quart-temps où il y a eu une explosion offensive, notamment dans les airs. JJ McCarthy a lancé pour 2 touchdowns et fait un touchdown à la course. Donc assez monstrueux. En vrai, j'ai été assez impressionné, moi, par la prestation des Vikings, qui lâchent jamais rien depuis que Kevin O'Connell est head coach. Et encore une fois, ils s'en sortent, on va dire peut-être un petit peu miraculeusement, mais ils sont allés la chercher avec leur trip. Et puis, commencer une saison en 1-0, c'est toujours bon pour le moral, et surtout dans une division qui va être extrêmement relevée de leur côté. Toi, Alexandre, ce que tu as envie de parler, c'est JJ McCarthy. Ouais, je trouve déjà PA, t'es assez gentil en disant que les Vikings ont été un peu impressionnants. Moi, je trouve qu'ils ont quand même eu un démarrage un peu diesel. Tu vois, ça a ronronné très fortement. T'étais quand même en 17-6 à l'entrée du quatrième quart-temps. Et c'est là que la magie opère avec un JJ McCarthy qui a vraiment fait vraiment ses stats et puis même fait parler son talent à ce moment-là du match. À l'inverse d'un Caleb Williams qui justement lui était plutôt bon sur la première mi-temps mais qui justement a commencé à s'éteindre au fur et à mesure du match. Moi je trouvais vraiment que JJ McCarthy a vraiment géré d'une main de maître les derniers drives qui ont permis de ramener des points à l'attaque des Vikings. Et c'est ça que j'ai envie de retenir un petit peu de ce match. Première prestation, parce que c'est quand même un joueur qui a été drafté l'année dernière assez haut, qui n'avait pas joué. On a vu Sam Darnold progresser sous les ordres d'O'Connell, donc du coach des Vikings. Et on attendait vraiment beaucoup de cette prestation de McCarthy, qui allait peut-être lancer une dynamique positive. Et très sincèrement, alors oui, il y a encore des choses à peaufiner, et tu sais très bien que c'est pas un joueur qui va lancer 40 ballons par match, en tout cas dans un premier temps dans sa carrière. Mais je pense que c'est un bon point d'entrée en tout cas pour commencer sa carrière NFL. Et puis voilà, ça permet de mettre les Vikings en 1-0 dans une division compliquée. Moi je trouve que c'est quand même une belle prestation globale. Ouais, ça a été difficile en début de match pour les Vikings, notamment je trouve que la ligne offensive des Vikings en début de match était cata. Ça s'est amélioré au fur et à mesure du temps, ce qui est un peu bizarre parce qu'ils ont fait des investissements. Will Fries notamment, et un autre dont le nom m'échappe là maintenant. Jackson le rookie. Non, pas alors oui, déjà le rookie, mais je crois qu'ils ont pris 2 mecs des Colts l'année dernière, dont Fries et l'autre, bref, j'oublie. Ils ont perdu Dariso, si je dis pas de Ils ont perdu Dariso, mais je m'attendais à mieux en tout cas du côté de ces Vikings, en tout cas sur le début de match. Après, ça a été un peu mieux, mais et à l'inverse, au début du match, je trouve que les Bears avaient une assez bonne O-line qui a commencé à être, et PA, tu l'as noté dans le conducteur, et c'est un peu ce que je me suis noté aussi. Mais à partir du deuxième quart-temps, ils ont fait n'importe quoi, notamment c'est Darnell Wright, il me semble, le tackle, qui a fait un nombre de false starts qui leur a fait perdre des yards comme pas possible. Et tu te dis, c'est dommage parce que Caleb Williams avait très bien démarré son match, 10 sur 10, les courses étaient bonnes. Il y avait un peu du Russell Wilson, je trouvais en lui, de ce qu'on voyait du début de match, où il arrivait à sortir de la pression, il sortait de la poche, il courait quand il fallait, il lançait s'il fallait. J'avais trouvé ça intéressant. À sa première passe ratée, par contre, c'était fini. Le mental, il est parti, il a fait allez hop, c'est bon, je ne sais plus lancer un ballon, ce que je trouve dommage. Mais je pense qu'il y a des bonnes choses en tout cas de ce début. C'est un premier match sous Ben Johnson, le nouveau head coach, l'ancien coordinateur offensif des Lions, qui a fait un excellent travail là-bas. Je pense qu'on peut, en tout cas, ces 2 QB qui ont été draftés l'année dernière, premier pour Caleb et 10e pour McCarthy, qui je pense peuvent être assez intéressants pour la saison à venir. Après, pour rebondir un petit peu sur les Bears, c'est vrai que quand tu regardes un petit peu les retours de tous les médias, etc., on dit ouais, c'est vrai que Williams a bien avancé, en tout cas l'attaque a bien avancé. Il y a eu le drive d'ouverture, donc ce qu'on appelle un drive scripté, c'est-à-dire que ça a été préparé à l'avance pendant les entraînements, etc. Ils mettent un touchdown. Après, ils n'ont rien mis, hormis 3 points, jusqu'à la fin du quatrième quart-temps. Parce que l'autre touchdown qu'ils mettent, c'est sur un pick six d'un défenseur.
Donc ça a quand même largement peiné. Après, je te rejoins, la O-line n'a clairement pas aidé. D'une part, parce qu'ils ont commencé à se faire ouvrir, notamment au milieu de troisième quart et au quatrième quart. En même temps, c'est la défense des Vikings. Mais ouais, les pénalités sur le match, ils sont à 127 yards de pénalité. Ouais, c'était trop. C'est énorme, c'est plus d'un terrain de football américain, on rappelle, c'est 100 yards. Hein. Donc là, tu prends les deux end zones et tu arrives à 127. Donc c'est pas tenable, c'est pas possible en NFL. Il y a une autre équipe qui a fait ça sur cette semaine-là, c'était les Titans. Et pareil, ils ont perdu de pas beaucoup. Donc malheureusement, parfois, le football américain, ça se joue à peu. Là, ça s'est joué à beaucoup, 127 yards. Mais en réalité, ils sont loin et en même temps, pas si loin que ça, quoi. Il y a eu des faits de jeu qui étaient positifs pour eux dans le troisième quart. Et quand les Vikings ont commencé à arrêter leurs conneries et à jouer correctement, ils leur ont roulé dessus, quoi. Ils ont mis 3 TD en un quart-temps quand même. Donc, Ouais, moi j'ai beaucoup aimé la défense des Bears en tout cas sur ce match-là. Avant le dernier quart-temps en tout cas, avant que ça parte en cacahuète, ils montaient à 4 sur la ligne offensive où ils sont évidemment 5 et tu avais l'impression qu'ils étaient 8. C'était fou. La ligne j'en parlais du coup tout à l'heure, mais la ligne offensive des Vikings ne faisait rien du tout et je trouvais ça assez. On sait que le niveau du front, du premier rideau en tout cas des Bears est très fort, mais ça va, tu jouais pas des peintres non plus quoi. Si c'était face aux Dolphins, tu te disais bon ok pourquoi pas, mais là, c'est censé être une top O-line. Donc ça m'a un peu. Quel prix peut le prendre et j'ai hâte un match pour voir ça. Après, le tackle gauche, c'était Justin Skull, qui vient des Buccaneers. Il a été infâme, très sincèrement. Et à côté de lui, du coup, le garde gauche, c'était Donovan Jackson, qui est un rookie. Tu vois, tu l'as dit, ils ont fait aussi des investissements. C'est Ryan Kelly, le centre. Merci. Et Will Fraz, le garde droite. Donc, en fait, sur ta O-line, tu as 4 nouveaux, dont un rookie. C'est énorme. Et en sachant qu'au niveau de la pré-saison, je peux en parler parce que les Patriots ont joué contre eux, ils ont quasiment pas mis les titulaires, donc c'est aussi pour ça que tu vois, la machine peut mettre un petit peu du temps à se lancer. Mais ouais, vivement que Dariso revienne, parce que sans lui, c'est quand même extrêmement compliqué le côté gauche. Je suis largement d'accord. Rien d'autre sur ce match ? Non. Bon, après, un peu déçu de ne pas avoir vu c'est Romeo Odunze. Romeo Odunze, je trouve qu'il commençait bien son match et j'aurais bien aimé le voir un petit peu plus. En tout cas, tu sais qu'il y a des cibles du côté des Bears et on en parlait de toute l'intersaison. C'est une des équipes qui a le meilleur groupe de cibles de la ligue. Et c'est un peu dommage de te dire que tes principales cibles, aucune ne dépasse les 70 yards, quoi. Ils ont tellement de cibles qu'ils en mettent une en running back, en DJ Moore. Et ben voilà pour ce rewind du Monday Night Football. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on va passer à la preview. Tu vois ce livre ? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et pour commencer la preview, on va passer au moment consulting. On vous a demandé de nous poser des questions, notamment sur le Discord. Et on a eu une question qui était est-ce qu'on peut commencer à s'inquiéter des défenses des Ravens et des Bills, notamment face à d'autres adversaires ? On rappelle, les Ravens et les Bills se sont affrontés. Il y a eu 41-40 pour les Bills, avec une victoire en fin de match à l'arraché. Et donc la question, c'est quand même, tu te prends 40 points minimum face à ton adversaire, qui est potentiellement un adversaire que tu vas rencontrer en finale de conférence. Mais est-ce qu'on peut s'inquiéter ? Alex, je te laisse la main d'abord. Est-ce que tu trouves ça inquiétant ? Inquiétant pour le début de saison, oui. Après, pour la suite de la saison et pour les objectifs des deux équipes, à savoir aller en play-off et faire quelque chose, en tout cas aller au Super Bowl, pas vraiment, parce que je pense que c'est des équipes qui peuvent, elles sont affrontées. On sait qu'il y a 2 quarterbacks qui sont parmi les meilleurs de leur génération. Donc à un moment donné, t'as beau faire ce que tu peux. Genre, je me rappelle très bien, il y a une situation où la défense des Bills va limite saquer Lamar Jackson. Et au final, au lieu que ce soit une perte de 15 yards pour Baltimore, tu te retrouves avec un gain de 20 pour Baltimore. Donc, à un moment donné, c'est des talents tellement impressionnants que tu auras beau faire ce que tu veux. Ce sera un peu comme on dit au basket, mais good defense, better offense. Tu vois, c'est cette idée-là de se dire que voilà, tu as 2 talents générationnels un peu sur la position de quarterback. Et c'est compliqué d'aller à l'encontre de leurs talents. Après, oui, voilà, pour le début de saison, je pense que PA va en parler tout à l'heure en parlant du run-stop des Bills, mais voilà, il y a des points notamment à surligner, en tout cas sur les deux équipes, défensivement, et des choses sur lesquelles travailler. C'est des choses dont on avait déjà parlé durant l'off-season. Je pense par exemple à Baltimore, sur la défense aérienne aussi. Donc ça, c'est vraiment des points à travailler qui vont être importants au fur et à mesure de la saison. Mais en tout état de cause, je pense très sincèrement que pour la suite de la saison, c'est des équipes qui vont monter en régime progressivement.
PA, qu'en penses-tu? Ouais, pour moi, c'est toujours compliqué des deux côtés, en tout cas pour les deux équipes. Le run-stop des Bills, ça a été très problématique l'année dernière. Ils ont du coup fait des investissements via la free agency et via la draft, beaucoup via la draft d'ailleurs. Bon, après, ils étaient contre une équipe qui est quand même extrêmement forte à la course, et on sait également qu'en début de saison, ce sont des jeux qui sont plus simples à mettre en place que le jeu de passe. Donc, c'est pas forcément fondamentalement étonnant, mais c'est vrai que se prendre quasiment 200 yards sur un match complet, ouais, va falloir enlever quelques yards s'ils veulent aller au bout du côté de Buffalo. Du côté des Ravens, toujours le même problème, j'ai l'impression, le côté aérien. Hein, ils ont eux aussi fait des investissements à la free agency et encore plus à la draft avec Malachi Starks qui a été pris. Et ils se prennent quasiment 500 yards par Josh Allen. Alors, on connaît le niveau du joueur, hein, ça, personne ne le découvre, effectivement. Mais pas 500 yards, 400, pardon, à la passe. Mais ouais, dans un match où tu mènes de 15 ou 16 points d'avance, tu sais que l'attaque adverse va passer énormément par les airs et tu te fais quand même complètement ouvrir. Ouais, c'est problématique. Mais de la même manière, ils ne rencontreront pas des Buffalo Bills toutes les semaines. Donc, si tu veux aller au bout, il va falloir que de toute façon ces deux escouades-là s'améliorent. Bah, bizarrement, moi, c'est le jeu à la passe des Bills qui m'a inquiété. Enfin, le jeu à dans la Le séquence. jeu défensif. Ouais, le jeu défensif des Bills. Je trouve qu'ils se sont fait ouvrir face à une escouade. Alors, évidemment, tu dois mettre beaucoup de monde pour contrer Lamar et Henry. Donc, c'est peut-être un match qui est différent. Mais on a vu quand même des receveurs des Ravens s'illustrer, notamment Zay Flowers. Et je me dis, t'as que Zay Flowers. Il y a DeAndre Hopkins aussi qui a fait une réception surtout, hein, une top réception pour un touchdown, mais tout de même. Et je me dis, attention, parce que là, tu as l'impression qu'ils font tout pour que Josh Allen ait un MVP, c'est-à-dire une défense poreuse, et du coup, tu lances, et ça fait un Josh Allen qui fait des stats de zinzin. Donc moi, les Ravens m'ont pas énormément inquiété, les Bills un peu plus, et encore une fois, c'est qu'un seul match, donc on aura le temps de voir sur les semaines à venir. En parlant des semaines à venir, je vous propose qu'on se focus un petit peu plus sur la Week 2, et c'est parti pour le gros projet. Parce que c'est notre projet! Et le gros projet, c'est le match de la semaine. C'est le match de la semaine entre les Eagles en 1-0 et les Chiefs en 0-1. Replay du Super Bowl 59. Et là, PA, qu'est-ce que tu vois, toi, pour ce match-là? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu vas suivre? Qu'est-ce qui m'intéresse? Que les Chiefs soient en 0-2. Non, rageux. Non, blague à part, de la même manière qu'on a parlé des Ravens, les Eagles, c'est peut-être la meilleure équipe au sol, ou en tout cas la mieux armée de ce niveau-là. Et les Chiefs, on a vu contre les Chargers qu'ils ont réussi à bien museler Marion Hampton, mais ils ont eu énormément de mal à contenir Justin Herbert, que ce soit dans la poche ou justement quand il scramblait. Et face à eux, il va y avoir un Jalen Hurts qui a prouvé qu'il était excellent dans ce domaine-là sur le premier match contre les Cowboys, où il a réussi à sortir, on va dire, l'attaque des Eagles vraiment de la panade parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de solution dans le jeu aérien. Et par ses jambes, il a réussi à mettre pas mal de points pour les Eagles. Si les Chiefs n'arrivent pas à résoudre ce problème-là, qu'on a pu voir sur la Week 1, ça risque d'être un match extrêmement compliqué pour eux défensivement. Je suis assez d'accord. Hein. On a deux équipes qui ont assez déçu, je trouve, sur cette semaine 1. Alors, les Eagles ont gagné, mais je trouve qu'ils n'ont pas été impressionnants face à des Cowboys qui, on a pu le voir dans le Power Ranking, au final, ont augmenté grâce à leur défaite. Malgré leur défaite, ils sont quand même montés, donc ça veut bien dire quelque chose. Et les Chiefs, on a vu, après, encore une fois, est-ce que les Cowboys sont bons? Est-ce que les Chargers sont excellents? Et du coup, c'est pour ça que ces deux équipes déçoivent? Je ne sais pas. Par contre, il y aura sûrement une des deux équipes qui sera vraiment inquiétante en sortie de Week 2. Je pense que si c'est les Chiefs qui perdent en majeure partie, ils n'auront pas de receveur 1, probablement. On ne sait pas si Xavier Worthy sera remis ou est-ce qu'il aura juste des, je crois des anneaux ou quelque chose comme ça, parce je crois qu'il s'est pété la clavicule. Il a pris un sacré coup d'épaule de Travis Kelce. Ouais, c'est ça. Donc Rashid Rice suspendu, Xavier Worthy pas à 100%, Travis Kelce sera là. Mais derrière, c'est quoi? C'est Juju Smith-Schuster, probablement? Hollywood Brown. Ouais. Taekwon Thornton. Ouais, voilà, c'est le revenu d'entre les morts oui, évidemment. Lâche le point, PA, lâche le point. Il est serré là depuis tout à l'heure. Donc moi, je pense qu'il y aura
Voilà, j'ai peur qu'il y ait une équipe qui. Enfin, non, j'ai pas peur parce que si c'est les Chiefs, ça me va très bien. Mais qu'il y ait une équipe qui soit vraiment ultra inquiétante après cette semaine 2. Alex, toi, t'en penses quoi? Je suis plutôt d'accord avec vous. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, en tout cas du côté des Chiefs, surtout, c'est le côté pass rush. J'ai trouvé que le pass rush était assez inoffensif, entre guillemets, face aux Chargers, pardon. Ils ont surtout été impactants en termes de ça que quand il y avait des blitz, mais hormis ça, quand c'était 4 mecs qui devaient rusher le passeur, enfin le quarterback, c'était compliqué. Et t'affrontais quand même une O-line qui était dépeuplée de Slater. Là, tu vas affronter Jordan Mailata et Lane Johnson. Voilà, c'est 2 autres bébés. Et potentiellement, c'est des mecs, on va en parler forcément dans un prochain top 11 des O-line qu'on va faire. Donc, à un moment donné, si tu veux que ton équipe et que ta défense soit performante et que tu laisses un peu de temps à tes cornerbacks de faire des actions, tu es obligé d'avoir un pass rush efficace. Alors, George Karlaftis, c'est bien beau, mais à l'opposé, c'est compliqué. Mike Dana, je suis désolé, c'est loin d'être un excellent edge rusher. On n'a pas, il manque ce numéro 2. On savait qu'il y avait l'ancien premier tour de 2023. J'ai plus son nom en tête là, mais il a un nom. Uzoma, là. Uzoma, exactement. Félix Anudike Uzoma. Mais il est blessé. Anudike. C'est ça, il est blessé encore. Donc, tu as eu des investissements ces dernières années qui n'ont pas encore porté le fruit. Et en fait, le problème, c'est que derrière, il te manque en fait ce deuxième pass rusher pour épauler un peu Karlaftis parce que Chris Jones, malheureusement, commence à prendre de l'âge. Et derrière, tu affrontes une des meilleures O-line du pays. Donc, à un moment donné, tu pourras pas forcément gagner beaucoup de matchs face à ces grosses équipes, en tout cas là, si ton pass rush n'est pas efficace. Du pays, du monde, de l'univers. De l'univers, ouais, attends. World champion, comme on dit. Ouais, là, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur ce match-là? PA. Bon, on a parlé beaucoup défense, mais du coup, les attaques, mine de rien. Mahomes, on a pu dire que son match était un petit peu un K1 sur le premier, mais il a quand même fait ses stats, et heureusement qu'il était dans l'équipe contre les Chargers. Et puis on attend un meilleur match de Saquon Barkley au sol, parce que là, il a été bien muselé sur le premier match contre les Cowboys, et on va un petit peu l'attendre en tournant. Donc, après, les Chiefs, ils se sont un petit peu fait ouvrir quand même par Ladd McConkey et Quentin Johnston. Bon, en face, j'ai pas dans l'idée que ça soit des moins bons receveurs, quoi. Donc, Puis ils auront envie de prouver, j'ai l'impression. Vu le dernier match de Brown et de Devonta Smith, je pense qu'ils auront des choses à prouver quand même. Mais c'est intéressant, parce qu'à chaque fois, on pense à un moment donné que les Chiefs vont être morts, et puis ils arrivent toujours à se ressusciter tout seuls. Donc, tu vois, s'ils gagnent ce match, je serais pas non plus étonné, quoi. C'est juste ça. Mais ça va être intéressant, c'est une belle opposition. Et puis ouais, le revenge game du dernier Super Bowl, donc c'est toujours cool. Bizarre que la NFL ne l'ait pas mis en première semaine, d'ailleurs. Oui, et qu'il soit dans un match planqué au milieu de la red zone à 22h aussi. Hein. C'est étonnant qu'il fasse des choses comme ça. Autre chose? Très bien. Et bien voilà pour ce match. On garde le prono pour le 2-minute warning, mais avant ça, on va passer aux heures sup. J'ai dit travailler plus pour gagner plus. Bah oui. Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'en travaillant moins, vous allez gagner plus? Et pour les heures sup, un match, un joueur, autre chose, peu importe. Et Alexandre, je vais te donner la main. Qu'est-ce que tu as envie de suivre sur cette semaine 2? Écoute, quand j'ai regardé un petit peu le planning de la semaine 2, j'ai essayé de regarder un petit peu les affiches, qu'est-ce qui va être sympa à regarder jouer en tout cas. Et l'une des affiches qui me tente le plus, c'est les Buccaneers Texans. Et justement, ma petite question, c'était de savoir si CJ Stroud va-t-il retrouver en tout cas son niveau de son année rookie. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on en parlait, il y avait un peu le problème de la deuxième année, une O-line un peu plus poreuse, des cibles qui se blessent. Donc on avait trouvé un petit peu des excuses. Et cette année, il y a toujours un petit peu les problèmes de O-line, mais il y a eu des investissements sur les receveurs. Et quand on regarde le match de ce week-end, j'ai quand même le sentiment d'avoir retrouvé le CJ Stroud de l'année dernière et pas le CJ Stroud de 2023. Donc j'espère en tout cas que CJ Stroud va... Ou CJ Stroud comme on dit, je ne sais plus comment on le prononce, bien évidemment. CJ Stroud comme on dit. Mais j'espère qu'il va retrouver un petit peu ce niveau-là parce que c'est un quarterback qui a quand même gagné un match de playoff en année rookie. Il nous a montré des tellement belles choses. Et j'aurais bien aimé revoir cette connexion avec Nico Collins qui nous a fait saliver durant ces 2 dernières saisons. Il y a Nico Collins qui fait 25 yards seulement sur le dernier match.
Tu te dis que voilà, si tu as besoin de gagner face aux Buccaneers, qui ont quand même un backfield défensif qui est plutôt sympa avec du Winfield notamment, je me dis qu'à un moment donné, si tu veux gagner ces matchs-là, faut développer cette relation avec ton receveur numéro 1, faut arriver à mettre en place ton jeu au sol et faut arriver à trouver cette alchimie avec toutes tes cibles et ta O-line également pour que ton offense soit une des meilleures de la ligue, parce qu'on sait que les Texans ont ce potentiel-là avec les cibles qu'ils ont et avec le quarterback qu'ils ont. Malheureusement, voilà, il y a un peu ce plancher avec la O-line qui les retient. Mais en tout cas, je suis impatient de voir ce match-là, parce que déjà, c'est un des plus beaux. Et voilà, deuxièmement, tout simplement parce que CJ Stroud a beaucoup de choses à prouver selon moi. Accessoirement, il a aussi gagné un match de playoff l'an dernier. Donc c'est 2 matchs dans sa carrière déjà qu'il a gagné, ce qui est plus que les 3 quarts de la ligue. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Choqueur de Chargers, en plus, c'était ça, je crois. Oui, c'était ça. Je trouve que du peu que j'ai vu en tout cas, parce qu'évidemment, moi en tout cas, personnellement, je ne suis pas PA, je ne suis pas Alexandre, donc je me regarde pas tous les 40 minutes de tous les matchs. Donc j'ai pas tout vu du côté des Texans sur la semaine dernière. Mais j'ai vu un début de connexion avec Higgins que je trouvais intéressant. Et donc Higgins, qui est quoi, c'est le 2e tour, donc leur premier pick de l'an dernier, même d'ailleurs, vu qu'ils ont tradé leur premier tour. Je me dis, bon, ok, t'as pu Stephon Diggs, Tank Dell est blessé, Nico Collins, ça a été un peu compliqué, mais tu te retrouves quand même avec Higgins. On a vu un tout petit peu de Noël, mais pas tant que ça. Et ouais, à voir ce que ça peut donner quand il y aura le retour de Mixon aussi. Tu peux avoir une équipe qui s'améliore au fur et à mesure de la saison. PA, quelque chose à ajouter sur CJ Stroud, ou est-ce que tu veux passer à ce que tu as envie de suivre toi? Juste Stroud, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match en fait contre les Rams. Pour moi, l'interception elle n'est pas pour lui. C'est Higgins qui attaque pas suffisamment le ballon et c'est un très bon jeu du corner. Et il fait avec ce qu'il a. Je rejoins complètement Alexandre. Par contre, il fait avec sa O-line. Et tu vois, autant l'année dernière, il a eu des matchs où quand même tu te dis waouh, c'est bizarre la baisse de niveau. Autant là sur le match contre les Rams, contre en plus une très forte équipe défensive, pour moi, je ne le mettrais pas sous le bus. C'est vraiment sa O-line qu'il a lâché à un moment donné dans le match. Et il a fait ce qu'il a pu avec le temps qu'il avait à sa disposition, malheureusement. Yes. PA, je te laisse enchaîner avec ce que tu as envie de suivre cette semaine. Oui, moi c'est un match, les Broncos qui se déplacent à Indianapolis, parce que les Broncos ne nous ont pas du tout impressionnés, loin de là contre les Titans. Ils ont même été mis largement en difficulté. Au contraire de Stroud, j'ai trouvé que Nix était peut-être un petit peu plus inquiétant par la précision de ses lancers, les choix également des receveurs ouverts ou justement pas ouverts. Après, on le sait, la défense des Titans est loin d'être mauvaise, bien sûr. Mais quand même, ça s'est passé vraiment au forceps, quoi, contre une attaque en plus. Et là, je vais englober toute l'équipe des Broncos. L'attaque des Titans qui n'a pas montré grand-chose non plus, que ce soit au sol ou à la passe. Donc, on voilà. rappelle que l'an dernier, les Titans avaient démarré correctement la saison parce que la défense les portait jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a rien qui se passait en attaque et que ça ne servait à rien. Et là, il y a tout qu'à lâcher. Et l'année dernière, les Titans finissent je crois qu'ils finissent top 1 ou top 2 des défenses aériennes, hein, des défenses aériennes qui prenaient le moins de yards. Bon, après, ils se faisaient tellement ouvrir en début de match que ça faisait que courir après. Donc, oui. C'est exactement ça. Mais effectivement, un peu surpris par les Broncos. Je pensais qu'ils allaient un petit peu plus s'en imposer. Après, défensivement, ils ont fait le taf. Hein, plus de 6 sacs sur le match. Bon, juste monstrueux, encore une fois. Et puis des Colts, écoute, qui ont été impressionnants. Alors, oui, c'était contre les Dolphins. Maintenant, on ne pensait pas qu'ils allaient mettre un 20-0 à la mi-temps, qu'ils allaient mettre plus de 30 points. Daniel Jones, on a l'impression qu'il a fait le meilleur match de sa carrière en NFL. Le jeu au sol, il est ultra présent. La O-line est toujours aussi bonne. Défensivement, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, mais c'est quand même très solide ce qu'ils ont. Et quelles que soient les escouades d'ailleurs, que ce soit le front seven ou le backfield. Donc, ouais, c'est une opposition, moi, qui m'intrigue, qui m'intéresse, parce que tu me dis que les Colts sont 2-0 dimanche soir. Je ne serais pas fondamentalement étonné non plus, quoi. Donc, intéressant, très intéressant. J'en parlais sur les Eagles, j'en parlais sur les Chiefs, j'en parlais sur les Vikings, j'en parlais sur les Bears. Attention à les Colts, encore une fois, ça a joué les Dolphins. Exactement. Je pense que c'était absolument cata des deux côtés du terrain. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Hein, c'est une surprise Indianapolis et les voir en 2-0. Je suis d'accord. C'était la première semaine, c'était à domicile. Le proprio est décédé durant l'été. C'était un petit peu le match hommage également. Il y avait tout un truc qui disait de toute façon, ce match, il est pour les Colts. Et puis une équipe des Dolphins qui est aux abonnés absents.
Mais écoute, les Broncos, quand même, vu ce qu'ils ont montré, et en plus, c'est à Indianapolis. Donc, tu n'as même pas l'avantage du terrain pour Denver. Ouais, je te dis, je garderai un œil sur celui-là. Yes. Ça me va. Alex, t'as envie de suivre aussi ce match-là ou tu t'en fous? Je pense que C'est de la division, il regardera juste le résultat. je regarde le résultat et si les Broncos perdent, moi ça me va, tu sais. Hein. Je suis pas difficile pour me rendre heureux, tu vois, c'est pas compliqué. Non, mais en tout cas, sinon, pour continuer juste sur ce match-là, comme l'a dit PA, moi je trouve ouais, les Colts, comme on dit, Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse parce que vraiment on a été vraiment très, très chiant avec eux. On les a quasiment enterrés avec le quarterback, etc. Mais c'est une équipe qui a montré du cœur, je trouve, sur cette première semaine. Et vraiment, j'espère que ça va continuer parce qu'il y a des très bons joueurs. Ils ont investi sur cette free agency. Ils ont fait des drafts. Alors, il y a des choix qui sont plutôt payants. On voit Tyler Warren qui a fait un match vraiment assez impressionnant. Tu as l'impression qu'il y a un semblant de connexion avec Daniel Jones. Si Daniel Jones arrive à continuer sur cette lancée, je pense que ça peut être quelque chose qui peut les tenir, en tout cas, pas loin des playoffs. Et par contre, voilà, c'est la défense des Broncos. Là, ça rigole plus. Là, c'est plus la défense des petits dauphins qui est bien mignonne, mais voilà. Là, c'est plutôt des requins sur qui ils vont affaire. Donc, tu as du Nick Bonito qui a sorti un gros match. Donc, non, très sincèrement, la défense des Broncos, ça va vraiment être cette match-up attaque-défense, attaque des Colts, défense des Broncos que je vais suivre surtout. Respecte les dauphins, s'il te plaît. On était plutôt des petites sardines là et c'était un peu compliqué. De mon côté, j'ai envie de voir l'affrontement entre deux entités qui étaient en symbiose et qui, une fois que l'un et l'autre ne sont plus ensemble, bah, ça a été très dur. C'est les Bears de Ben Johnson qui vont affronter les Lions de Dan Campbell, l'ancien coordinateur offensif des Lions, qui est maintenant head coach des Bears. On en parlait tout à l'heure lors du rewind du Monday Night Football. Les Lions ont été très décevants sur ce premier match contre les Packers. Après, les Packers, on en parlera un peu après lors du preview du Thursday Night. Mais est-ce que c'est les Packers qui ont été impressionnants? Est-ce que c'est les Lions qui ont été décevants? Je pense très sincèrement les deux. Et les Lions, ça a été très très difficile. Et je ne sais pas si il va y avoir une envie de créer quelque chose un peu. Tu sais, tu masques ton jeu parce que tu sens que tu vas perdre le premier match. Donc tu te dis on s'en fout et on verra. On fera des petites surprises à notre ami Benny Boy sur la semaine 2. Mais là, les Lions, s'ils sortent de ce match-là pour le coup en 0-2, on peut tirer la sonnette d'alarme, je pense, sur ces Lions dès la semaine 2. Donc c'est plus dans ce sens-là que j'ai envie de suivre, c'est pour les Lions à la base. À la base, c'était plus les Bears que je voulais voir, maintenant c'est plus les Lions que j'ai pas envie de voir perdre en quelque sorte. Voilà. Non, plutôt d'accord avec toi. De toute façon, s'ils commencent à perdre 2 matchs de suite et vu leur calendrier qui est pas non plus facile, je pense que les Lions, on va mettre un gros warning sur la suite de leur saison parce que là, ce qu'ils nous ont montré sur ce premier match, c'était très décevant et ils en auront gros sur la patate, j'ai envie de dire, pour faire face à un ancien Ben Johnson, en tout cas un ancien de la maison. Donc à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'ils se réveillent, et notamment le jeu au sol. On a vu les Bears qui avaient été pas mauvais face aux Vikings, on en a parlé lors du Monday Night Football. Petite match-up à suivre, je pense, sur les running backs des Lions face à la défense contre la course des Bears. PA. Ouais, complètement d'accord. Je pense que Ben Johnson va concocter un plan de jeu qui va être très compliqué à contrecarrer pour les Lions. Et là où les Vikings ont réussi à s'en sortir grâce à leur énorme front seven, et ben j'ai absolument pas cette impression-là de puissance défensive pour les Lions. On a l'impression que le seul danger vient de Aidan Hutchinson et c'est tout. Donc, ouais, s'ils n'arrivent pas à ralentir cette O-line et du coup laisser du temps à Williams, ça peut être une longue soirée pour les Lions. Maintenant, je ne pense pas qu'offensivement, ils feront le même match que contre les Packers. Je pense qu'ils vont régler certaines choses, ne serait-ce que sur le jeu de course. Voilà, je pense qu'ils vont pouvoir mettre un petit peu plus de yards là-dessus, que ce soit Montgomery ou Gibbs. Donc ouais, intéressant. Et puis, ouais, comme tu l'as dit, c'est le retour de l'enfant prodigue. Donc, ça va être intéressant. Tu parlais de la défense des Lions qui repose uniquement sur Aidan Hutchinson, et on l'a vu parce que contre les Packers, Jordan Love fait pas un match de dingue. Il fait un match correct, mais il fait pas un match de dingue. Et il y a un moment, il y a une interception qui doit être pour Ranzalon, il me semble, qui la laisse absolument tomber. Donc en fait, même quand tu as des cadeaux qui se font, là où l'année dernière, tu as l'impression que ça allait dans le bon sens, là, ça n'y va pas trop.
Donc pareil, attention au vent qui tourne, parce que là j'ai l'impression que ça souffle du côté de Détroit. Messieurs, je vous propose qu'on passe maintenant au 2-minute warning. Pour le 2-minute warning, on va tranquillement aller se diriger sur Sleeper, sur le Fantasy Ballers Pick'em. Si vous ne nous avez pas rejoint, je vous invite à aller nous rejoindre et toute l'équipe de Fantasy Ballers. On est, à l'heure actuelle où on enregistre, combien on est dans ce pool? Très mal classé. Un peu moins de 200, je crois. On est un peu moins de 200, ouais. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Je crois que c'est 190 ou quelque chose comme ça. 197. Voilà, donc si vous avez envie de faire partie de ces 197 et du coup 198 avec vous, sachant qu'on a 3 personnes qui sont en 15 victoires déjà, ce qui est 15 bons pronostics sur 16. Voilà. Moi je suis à 12 et je suis assez content. Donc suivez-moi puisque c'était la dernière fois que je donnais des bons pronos. et voilà. Donc on va commencer et on va se garder le prono du Thursday Night Football pour l'overtime. Donc on commencera avec Cleveland-Baltimore. Alexandre, je te laisse commencer, ensuite PA. Baltimore. Pareil, Baltimore. Baltimore aussi. Jacksonville-Cincinnati. Bengals, pardon. Jacksonville. Bengals aussi. Giants-Cowboys. Cowboys. Cowboys. Bears-Lions. Bears. Lions. Bears. Patriots-Dolphins. Je vais faire plaisir à PA, je vais dire Patriots. Miami Dolphins. Mais vas-y, mouille-toi, enfoiré. Tu sais très bien que c'est faux. Un menteur. Quel menteur. Il va nous faire passer en 3-minute warnings par ses mensonges. Je vais dire Patriots. Oui, mais tu vas changer. On enregistre mardi. Tu vas changer ça. Niners-Saints. San Francisco. Niners aussi. Bills-Jets. Les Bills, évidemment. Bills aussi. Seahawks-Steelers. Celui-là, pas facile, mais je vais dire Pittsburgh. Steelers également. Steelers aussi. Rams-Titans. Les Rams. Désolé, GG. Les Rams aussi. Les Panthers contre les Cardinals. Les Panthers. Panthers aussi. Cardinals. Broncos-Colts. Colts. Broncos. Eagles-Chiefs. Chiefs. Eagles. Falcons-Vikings. Vikings aussi. Falcons. Buccaneers-Texans. J'ai pris les Buccaneers là-dessus. Texans. Buccaneers et Chargers-Raiders. Est-ce que je réponds vraiment à cette question? Oui. Raiders, évidemment. Chargers aussi. Grande question que j'ai pour vous, et avant de passer à l'overtime, qu'est-ce que vous avez vu chez les Cardinals que vous n'aimez pas par rapport aux Panthers? Les Panthers ont quand même fait un match dégoûtant. Ils ont gagné que de 7 points contre les Saints. Oui, et les Panthers ont perdu de combien contre les Jaguars déjà? Oui, mais j'ai mis les Jaguars en victorieux sur leur match. Donc je pense qu'on a sous-estimé les Jags et du coup les Panthers ont raté leur premier match et qu'ils vont se reprendre sur le deuxième. En tout cas, Franz Santo le souhaite. Moi, je pense qu'ils vont accentuer un petit peu plus sur le jeu au sol, ce qui n'a pas été assez fait selon moi lors du dernier match. Ils ont vite couru derrière le score, donc ils ont dû lancer le ballon. Et pour moi, un Chuba Hubbard et un Rico Dowdle vont vite être sollicités et je ne sais pas si la défense contre la course des Cardinals est encore au haut niveau en tout cas. Donc je pense que ça va accentuer là-dessus et pour moi les Panthers, de peu bien sûr, les Cardinals sont quand même une équipe qui monte, mais pour moi de peu les Panthers s'imposent. Eh bien écoutez, on verra ça. Et je vous propose qu'on passe tranquillement à l'overtime. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Et pour l'overtime, lors de toutes les previews, on parlera du preview du Thursday Night Football qui a lieu ce soir entre les Commanders en 1-0 qui se déplacent sur le terrain des Packers également en 1-0. Commanders qui doivent être 9e ou 10e de notre power ranking et les Packers qui doivent être 7 ou 8. Donc des équipes assez proches en tout cas dans nos estimations. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce match? Allez Alexandre, je te laisse commencer. Oui, moi du coup j'ai noté le réveil de McLaurin parce que j'ai trouvé qu'il avait fait un premier match un peu discret, un petit peu. Je pense qu'il a bien été pris par la défense aérienne des Giants, il a bien été surveillé et ça a permis à Deebo Samuel d'exister dans cette attaque. Et pour moi, je l'attends vraiment énormément parce que je me dis que dans cette défense aérienne des Packers,
il n'y a pas des noms ronflants et on sait qu'un Nate Hobbs, alors il a été blessé lors du premier match, je ne sais pas s'il est encore, s'il sera dispo pour le deuxième match, donc ça ce sera à surveiller. Mais habituellement de base c'est peut-être un joueur qui est plus dans le slot, donc je ne sais pas si ce sera lui la première match-up sur McLaurin. Donc moi j'ai le sentiment que la victoire des Commanders passe par un grand McLaurin et par une connexion avec Jaden Daniels qui comme l'année dernière, a été un peu leur leitmotiv dans leur exceptionnelle saison. Donc moi je vais suivre ça attentivement. Ouais, les Commanders, moi, m'ont pas extrêmement impressionné contre les Giants. Ils ont gagné, ils ont maîtrisé, mais je sais pas, j'ai pas eu le oomph, on va dire, quelque chose que tu as envie d'absolument regarder, à part Debo qui a été vraiment très très bon, j'ai trouvé, sur ce match-là. Et là, pour le coup, il y a un motif d'espoir d'avoir 2 bons receveurs pour ces Commanders. Je me dis que la défense des Packers, là, ça va être un test pour les 2 équipes. Ça va être un test pour les Commanders, voir si leur attaque, elle continue de fonctionner, de tourner bien. Et pour les Packers, de savoir si c'était pas juste un feu de forêt face à des Lions qui étaient en grande difficulté. Donc ouais, ça pour le coup, ça va être beau. Et si les Packers gagnent, on va pouvoir se poser la question de où on les met dans notre hiérarchie des équipes. Parce que là, ça va être une équipe qu'on aura prouvé quand même 2 fois avec 2 matchs compliqués pour démarrer. Hein. Lions Commanders, c'était pick 30 et pick 29, il me semble, ou quelque chose comme ça. Finale de conf. C'est 2 finales de conf perdues, donc 29-30 du coup. Ouais. Donc voilà, là tu te retrouves où tu bats 2 équipes qui ont été en finale de conférence. Non, les Lions se sont fait éliminer par les Commanders Ah oui, ok, oui, pardon. d'avant. Oui, parce que pour moi, je me suis confondu de conférence. Mais en tout cas, voilà, c'est 2 équipes qui jouent pour la finale de conférence, du moins en tout cas du côté de la NFC. Donc voilà, les Packers, comme disait Doug lors du rewind, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder ou écouter le rewind. Mais même Lucas Van Ness a fait un sac. Donc là, ça commence à bien vivre du côté de Green Bay. PA, qu'en penses-tu ? Ouais, complètement d'accord. Et moi, ce qui va m'intéresser sur ce match, c'est de voir une nouvelle fois la O-line des Commanders face à un front 4, front 7, notamment avec l'arrivée de Micah Parsons, on en a déjà beaucoup parlé, qui va les mettre normalement en difficulté. Les Commanders, ils ont joué contre les Giants qui ont également, eux, un front 4 extrêmement relevé, vu tous les investissements qu'ils ont réalisés. Ils s'en sont plutôt bien sortis, tu vois, uniquement 3 sacs sur le match. Donc, potentiellement, cette O-line est un peu plus forte que ce que moi j'imaginais. Donc, ça laissera peut-être un petit peu plus de temps à Jaden Daniels aussi pour trouver ses cibles. Et à ce moment-là, comme vous l'avez évoqué, la partie backfield défensive des Packers, c'est quand même toujours une interrogation. À partir du moment où tu laisses du temps à un quarterback pour te disséquer, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc à voir ce que ça va donner. Et comme j'ai évoqué, les Giants, pour moi, ont quand même une très très bonne défense cette saison. Et ils ont quand même réussi à mettre 21 points. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc, pareil. Mais ça va aussi dépendre du front 7, aussi des Commanders, et de leur capacité à mettre en difficulté Jordan Love sur ses lancers. Attention à la match-up Connerly-Micah Parsons. Parce qu'on l'a vu face à Brian Burns, il a pris un sac ou 2, je crois, sur sa pomme. On a 2. C'était compliqué. Même s'il a eu quelques bons flashs durant le match également, on va pas l'enterrer bien évidemment. Connerly, du coup, tu parles du right tackle qui a été sélectionné au premier tour par les Commanders. Pour préciser, parce que tout le monde ne suit pas la draft autant que toi, Alexandre. Exactement. Ouais. Ah, tu vas me flatter, mais non, mais en tout cas, je vais vraiment suivre ça parce que Parsons en plus, il a été limité sur les snaps. Et je pense que sur cette semaine, je vais en tout cas suivre s'il va être encore limité ou pas. S'il fait 100% des snaps, bon, même s'il alterne un peu sur les 2 côtés de la D-line et qu'il va avoir aussi des oppositions face à Tunsil, je pense qu'il va être de plus en plus aligné quand même sur Connerly pour le mettre en difficulté, le rookie. On laisse la place à Lucas Van Ness pour faire les sacs côté Tunsil. On met les meilleurs de l'autre côté, quoi. Force à lui. Force à lui, ouais. Exactement. Un petit prono sur ce match-là, Alexandre ? Tu sais que là, je sais même plus ce que j'avais mis sur l'application parce que j'ai envie de changer à chaque fois que je vois cette affiche, mais je crois que j'avais mis Packers dans un premier temps. Ouais, j'ai mis les Packers aussi parce que Lambeau Field. J'ai mis les Packers parce que les Packers. Ça joue à la maison. Ça va, leur début de calendrier, effectivement, 2 équipes difficiles, mais 2 fois à domicile. Ça va. C'est quoi la suite du calendrier pour les Packers ? Est-ce que vous l'avez sous les yeux ou... Je peux te la voir. Ah bah, la semaine prochaine, c'est les Browns. Donc, Browns, Cowboys, Bengals, Cardinals. Bon. Oui, ça se... Steelers, Panthers. Ça va, ouais, ça se calme un peu quand même. Hein. Ils prennent le plus dur en début de saison et après, ça risque d'être même si bon.
il y a quand même toujours. Ils jouent l'AFC. Est-ce qu'ils jouent toute l'AFC Nord? Oui, ils vont jouer toute l'AFC Nord. Et la NFCS. Donc, quand tu regardes le calendrier, c'était pas un des calendriers les plus simples. Heureusement qu'ils ont fini 3e de la div pour affronter des équipes un peu plus simples quand tu joues les équipes hors de ta division, même si tu as quand même les Broncos là-dedans, il me semble. Donc, c'est pas le plus simple du plus simple. Messieurs, merci. Puisque je pense que ça conclura cette preview. Je vous invite à aller nous suivre absolument partout à le front office. On sera en live ce soir sur Twitch, twitch.tv/le front office avec un qui veut gagner ses milliards avec PA et Guilty chez nous qui iront s'affronter face à moi, Jean-Pierre Foulcan, comme on disait. N'hésitez pas à venir. Et samedi, on rappelle Alexandre qui nous fera une émission, qui animera sa première émission. En tout cas, j'espère que tu laisseras pas Anto ou PA animer, Alexandre. On espère que c'est toi qui le fais. Je crois que c'est Anto sur celle-ci. Moi, c'est sur une autre, mais on va pas spoiler tout de suite. Il y en a une autre qui arrive. Ne dévoile pas les coulisses, mais il y en a une autre. Peut-être une autre personne. Ce sera donc, la mienne, elle arrive. Elle arrive. Okay. Front Office University, épisode 1, qui arrivera tranquillement samedi matin sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube également. Alexandre PA, merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne semaine 2 et vive le football.